aujourd'hui, on commence avec 2 hommes. Voilà, hier, il y a eu aussi. On va retrouver des femmes toute la journée aussi. Donc Alain qui va nous parler de son activité de construction, de plein de choses. Ouais, plein de choses. Donc, plein de belles choses. Je crois que tu avais parlé du fromage de chèvre. J'ai encore tout raté. C'est une autre corde à ton arc peut-être, mais pas aujourd'hui. C'est une petite surprise pour la fin. Bon. Et puis surtout, en quoi le Lean t'aide à manager et à prendre ton rôle de chef d'entreprise d'une autre manière. Et c'est ce dont vous allez donc discuter ensemble pendant cette séquence. On se retrouve évidemment après avec la séquence suivante. Je vous en dis pas plus tout de suite. Merci Anne-Lise. Bonne discussion. Merci. Alors Alain, alors la séquence, vous allez voir, est très intéressante. Je ne sais pas qui a la zapette. Je l'ai. Ah, c'est toi qui l'as. Oui. D'accord. Parce que Alain prend le Lean dans le bon sens. Alors, prendre le lean dans le bon sens, il faut voir qu'on a le lean historique. Je pense que la plupart d'entre vous le font. C'est de prendre le lean par la production. C'est juste parce que c'est là que c'est le plus visible, mais c'est complètement idiot. Prendre le lean dans le bon sens, c'est prendre le lean par la satisfaction des clients, mais ça veut dire prendre le lean par le produit. Et donc, on s'est rencontrés à l'occasion de la communauté Lean Engineering. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est très intéressant dans la perspective d'Alain, qui va se retrouver dans sa présentation d'ailleurs, c'est que vraiment ça commence par le produit, l'amour de produit, la compréhension de ce qu'on fait en termes de produits. Alain est plus un artiste qu'un industriel, vous verrez, il fait de très très beaux produits. C'est la passion de la boîte. Et en fait, tous les débats qu'on a ensemble, c'est comment est-ce qu'on monte l'opérationnel au niveau de la qualité qu'on recherche sur le produit. Oui. L'autre chose qu'il faut savoir sur Alain, c'est que c'est un hôte extraordinaire. Donc c'est toujours on est retourné chez lui avec la communauté Lean Engineering. Et alors, je dois dire que les dégustations de Chablis après une journée Lean, ça rivalise avec l'Italie. Là, ouais, mais toi, je me trouve très très bien en Italie. On a souvent la même façon de travailler. C'est important. Je pense que on prend du plaisir à travailler et après, voilà, c'est encore mieux si on peut partager un bon moment. Absolument. Et comme le vin est une passion pour moi. Mais par contre, tu le fais de façon parfaite. Je dois dire qu'à chaque fois que tu nous accueilles, c'est un vrai plaisir. Donc, vous allez voir une présentation qui est un peu différente des autres, qui commence par Alain. Il faut qu'on regarde le Lean, et c'est très très sérieux. On regarde le Lean d'abord par les produits. Oui, j'ai souhaité présenter d'abord ce que nous faisions. Pourquoi ? C'était pour montrer tous les défis que nous avons eu à relever dans les années passées. Donc, nous sommes agenceurs. On se définit comme agenceurs des espaces de marque. Partout où une marque, elle veut montrer l'âme de ce qu'elle est réellement. Et donc, on a travaillé ces dernières années sur les boutiques de luxe. Donc là, l'objectif, le challenge, c'était un niveau de qualité énorme. C'était juste très, très difficile à tenir, les moindres détails. On a travaillé aussi beaucoup sur les stands. Là, par exemple, c'est un stand qui fait 5000 m². Quand on se retrouve un matin devant un local qui est totalement vide, au Parc des Expos à Paris, c'est totalement vide, et qu'on sait qu'on a 5000 m², qu'on a 10 jours devant nous, c'est un stress fabuleux. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil à Sodebo pour montrer que l'on est capable de faire des tas de choses. Ça, c'est 2 stands qu'on a fait en 2012 et en 2016 pour le Vendée Globe. Et notamment, on avait reconstruit dans un des stands un convoyeur aérien parce que le thème de ce stand, c'était la fabrique. Donc voilà, on fait plein de choses différentes. On se remet en question tous les jours. On fait des bureaux à partir du moment où il y a un architecte, où le bureau ne doit pas être simplement un lieu de travail, mais doit montrer l'âme de l'entreprise. De l'événementiel. Alors l'événementiel, c'est parfois un peu caricatural, mais ce qui est important, c'est qu'on doit faire vraiment un très haut niveau de qualité, mais dans un budget beaucoup plus restreint. L'hôtellerie, pareil, lorsqu'il y a un architecte et lorsque les gens souhaitent vraiment que leur hôtel ait une âme. La PLV, c'est encore plus que l'événementiel, un défi à relever parce que on a le niveau de qualité, PLV, publicité sur les lieux de vente. D'accord. Par exemple, là, c'est des vitrines que l'on fait pour lancer des produits, souvent dans le luxe.
C'est une fois on a fait une PLV, on avait commandé 5 km de descente d'eau pluviale. Et on a fait voilà, c'est le genre de choses où il faut trouver les solutions qui permettent de rentrer dans un budget très serré. Et c'est dispatché dans 300 ou plus magasins dans le monde entier. Et alors, toujours. Ce qu'on voit pas sur les photos, c'est la partie texture. Ouais, Parce voilà. que c'est très fort quand on est chez toi. C'est des marbres, des Ouais. bétons, c'est du métal. Enfin, je veux dire, c'est très très physique en fait. Ouais, là, j'avais failli mettre aussi une stèle qu'on vient de développer pour un client. Donc, ce client a dessiné une stèle qui est vraiment magnifique. Et grâce au lean, on l'a totalement, on a gardé la forme, mais on l'a totalement refaite. Et en plus, en pensant à sa fabrication, on l'a fabriquée en flux tendu, c'est-à-dire qu'on on a réduit le lead time. Il y en avait 250 ou 300 à fabriquer. Auparavant, on aurait usiné les 250. On aurait monté les 250. Oui, en fait, c'est Ouais. tout le problème du luxe, c'est qu'en fait, faire quelque chose de luxueux quand on a un moyen infini, on finit par y arriver. Ouais. Et on casse, Ouais. on refait, on trouve. Tandis que rentrer dans un budget qui est acceptable pour le client et pour toi, il faut commencer à être vraiment astucieux sur la façon dont on réalise. Et on a commencé par le besoin du client. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu cette partie production, mais on s'est dit, vraiment, pour qu'il y ait vraiment une touche superbe, on a tout fait à la main. C'est-à-dire qu'on l'a fait au pinceau. La finition, plutôt que de prendre un stratifié du commerce, on l'a fait au pinceau. Et là, vraiment, ça a tout changé le produit, quoi. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans le lean. Si on n'avait pas réfléchi flux, si on n'avait pas réfléchi besoin du client, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Agnès me dit qu'il faut que tu gardes le micro. Ok. Ouais. Alors, c'est vraiment important pour tout le monde. Quand je suis avec des patrons sur le terrain, les gens sont souvent surpris par où on l'aborde, mais il faut voir que le vrai lean, c'est ça. Le vrai lean, c'est la passion de comprendre ce que cherche vraiment le client, Ouais, clairement. ce qui n'est pas évident, dans le ressenti du produit. Et deuxièmement, la passion de ce que la technologie nous permet de faire pour lui donner ça. Et la passion des systèmes qui nous permettent de passer de l'un à l'autre n'arrive qu'en troisième. Et alors, tous les gens qui se vautrent en ligne, ce sont des gens qui passent par le système en faisant l'hypothèse que la passion du produit et la passion de la techno sont là. Et en fait, on pourrait en discuter en informatique, comme avec Caroline hier soir, ou en plastique, ou ce que vous voulez. Le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre le ressenti que cherche le client et ce que la technologie nous permet de faire. Ouais. Ça, c'est notre première partie donc, de notre métier, c'est la partie d'agenceur d'espace de marque. L'autre partie de notre métier, c'est qu'on fabrique des façades de cuisine. Oui, c'est là qu'on voit le plus Ouais. la texture. Ouais. Là, on voit vraiment les finitions, les textures. Et donc, on fabrique des façades de cuisine plutôt haut de gamme pour tous les fabricants français. Et dans cette activité-là, on fait 70% à l'export en Allemagne. Notre particularité, c'est que l'on fait toutes les couleurs que le client veut, toutes les dimensions que le client veut. Et on a amélioré au fil des années notre produit, plutôt notre service. C'est-à-dire qu'une couleur spéciale, on l'a fait dans le même délai qu'une couleur standard. Une pièce vraiment spéciale, on l'a fait dans le même délai qu'une pièce paramétrée. Et quelle que soit notre charge. Ça, c'est un peu enfin pas un peu, j'enlève le mot un peu. Il n'y a pas C'est d'un peu. C'est complètement votre spécificité. En fait, ce que j'aimerais qu'on puisse bien s'imaginer sur cette première partie de la présentation, c'est que la culture de l'entreprise, à la base, c'est de dire, quoi qu'il y arrive, quoi qu'on nous demande, on va y arriver. Et tout ça, ça reposait uniquement sur l'engagement des collaborateurs. Alors, je vais te reprendre un petit peu, je suis désolé, mais c'est pour tout le monde, là, pour comprendre un truc. Moi, un des sensei m'avait dit, une usine, c'est 3 minutes pour la comprendre. C'est regarder, écouter et respirer. Sentir l'odeur. Et en 3 minutes, on comprend l'usine. Alors, au début, je trouvais que c'était, comme toujours, du folklore, Toyota à la con. Mais en fait, c'est très, très vrai. Et le premier point d'entrée que souvent on loupe en ligne, c'est le produit. C'est se donner le temps de passer la main, d'essayer de rentrer en résonance avec le produit. Tu te souviens, c'est vrai aussi dans les agences de vente, tu sais, quand on rentre et on dit quelles sont les vibrations que nous donne l'agence, c'est-à-dire c'est un truc, quand on vous parle dans ces conférences, on vous parle beaucoup de la partie qui se passe derrière, mais on peut se louper très en amont. C'est-à-dire quel est le ressenti de ce produit
Et on peut se louper aussi sur penser que l'organisation remplace la passion de la technologie, parce que pas du tout. Ouais, pas du tout. C'est que la techno qui nous permet de traduire ce ressenti. Ce que l'organisation nous permet de faire, c'est ce que tu es en train de dire, c'est de livrer à l'heure et dans les coups. Ça, c'est vrai. Oui, mais jusqu'à présent, on était plutôt dans l'engagement qui nous permettait de tenir nos délais. Et hier, je ne sais plus quel intervenant a parlé du risque d'être surplanifié. Nous, on était plutôt sous-planifié. Ça le fera, ça va le faire. Voilà, on est plutôt sous-planifié que surplanifié. Et donc, l'idée d'introduire le Lean, c'est de dire il faut absolument qu'on garde cet engagement, cette implication, cet amour du produit bien fait, cet amour du beau, et en plus qu'on y adjoigne des méthodes de travail, et pas que de travail, de réflexion, de bien poser les problèmes. Et ça, pour nous, c'est vraiment le gap que l'on a devant nous pour les années à venir. Tu m'as beaucoup surpris, puisque quand on a commencé à parler de cette intervention, je dis alors la période du coronavirus, etc. Ouais. Et le premier truc que je me dis, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Ah ouais. Alors là, j'ai ah bon. Oui. Franchement, le Lean, là, ça m'a le coronavirus, cette période-là, avec les interventions qu'il y a eu de différents patrons d'entreprises. Et franchement, j'ai été scotché. Puis il y a des évidences qui me sont apparues, notamment quand on a vu cette présentation de Christophe de Proditech, là, il y a quelque chose qui nous est vraiment, ça nous a scotché. C'est-à-dire que là, Christophe, il raconte que sa fille, qui est à Singapour, lui l'appelle et lui dit que lui dit la dimension du problème Covid. Et tout de suite, hop, il met en route le système. Il y a eu la même chose, Benjamin Garel qui a les premiers cas de Covid, Nicolas Chartier ses collaborateurs, voilà, le problème est on a démarré très tôt, en fait. Ouais, voilà. On a d'ailleurs repoussé le summit très très tôt. Oui. Et le dernier, hop, là j'ai un petit zap, mais ça va revenir. Donc tous ces cas-là nous ont montré que les entreprises qui font du Lean depuis un certain temps avaient su réagir. Bon, nous, ça fait, j'allais dire du vrai Lean, ça fait 2 ans et demi qu'on en fait. Et je me suis dit, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que nous, on était au courant, même encore avant. C'est-à-dire que dès début février, Laurence, notre responsable commercial à l'agencement, elle revient et elle nous dit ça ne va pas être facile les mois à venir parce que un de nos plus gros clients, qui est plutôt quelqu'un d'averti, avait stoppé tous les investissements. Il est dans le monde entier et il avait stoppé tous les investissements. Donc la traduction immédiate, c'était que de dire que le Covid, ça allait être beaucoup plus dur que ce qu'on avait imaginé. Et là, avec le recul, on se dit, on n'en a rien fait. Alors, on n'a rien fait de l'info. Ça, c'est un défaut de juste à temps. Le juste à temps, c'est t'en fabriquer un quand t'en vends un. Donc c'est ça le génie du Kanban, c'est que quand ça s'arrête d'acheter, il faut vite s'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est s'il se passe sans doute quelque chose chez le client. C'est pas juste que le client a décidé de ne pas acheter. Il n'y a pas de raison qu'il n'achète pas. C'est qu'il lui arrive un truc. Et le juste à temps sert à ça. C'est aller s'interroger en disant qu'est-ce qui se passe. Mais là, on n'avait pas encore eu de baisse. Hein. C'était vraiment très, très, très en amont. C'est-à-dire que comme c'est un client, il est dans le monde entier, il a perçu ce qui s'était passé en Chine, ce qui se passait en Italie, beaucoup plus fort que nous. Et je sais qu'aujourd'hui, si on avait la même chose, on le traiterait aussitôt, on aurait un A3 d'ouvert, on réfléchirait, on lancerait. Là, nous avons fait quoi? On a fait que juste le jour du confinement, on a réuni le CSE en même temps que l'équipe de direction. On a travaillé, on a cadré le truc. On a dit, voilà, la première chose, c'est de préserver les collaborateurs. Donc, on a traité cas par cas comme on le fait chez Acta. C'est-à-dire que ceux qui avaient des problèmes, ceux qui avaient des problèmes dans leur famille, ils sont plutôt restés chez eux. Après, on a dit, on préserve les clients. On s'est dit qu'on n'allait pas fermer. Voilà, clairement, on a dit on ne ferme pas. On va tout faire pour travailler bien et livrer les clients. Donc, on a dit on ne ferme pas. Et l'autre chose qu'on a dit, et on s'est dit de toute façon, crise, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'apprendre. Et on s'est dit, la crise, elle est là. De toute façon, on va perdre du chiffre d'affaires, ça c'est clair. Et de toute façon, il faut absolument qu'on en sorte plus fort. Et voilà, on a cadré le truc. Les collaborateurs, la santé des collaborateurs, les clients
et en sortir plus Vous fort. avez mis l'ordre des priorités. En Ouais, fait. voilà, on a priorisé. Et là, aujourd'hui, on a... Alors, et on s'est dit, ça c'est vrai pour le Covid, qu'on ne savait pas bien choisir et traiter les vrais problèmes, mais on s'est dit, c'est valable aussi pour les autres choses. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'avancer. Tu as un exemple d'autre chose? Oui, là, par exemple, on a un A3 ouvert sur le Covid, la continuité. On en a un autre ouvert sur... parce que le Covid, on se pose la question de qu'est-ce que vont faire demain les entreprises du luxe. Donc on a un Covid, on a un A3 ouvert là-dessus. C'est une vraie question, ça, Oui, pour le c'est coup. une vraie question. Voilà. C'est vraiment une vraie question. Et pour nous, c'est une autre façon de travailler. Parce que le lean, souvent on parle du lean dans les usines, mais depuis le début, moi je dis, le lean, ça doit être d'abord l'équipe de direction, ensuite le commercial, ensuite la conception et ensuite l'usine. Et plutôt que de tout fourguer à l'usine. Je vais faire un aparté. Il y a un vrai secret chez Toyota mais qui est difficile de voir. C'est pas parce qu'il est caché, c'est parce que personne ne veut le voir. C'est que la production est la méthode de test de la conception. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle les usines sont tip-top, c'est que si tu as une machine de test, tu veux avoir la meilleure machine de test du monde. Mais en fait, ce qui fait que même les mauvaises usines Toyota sont extraordinaires, c'est que leur ingénierie de produits et leur ingénierie de process est juste incroyable. Et comment ils font ça? Ils font ça parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc, ils apprennent de comment ça passe en production. Mmh. Donc en fait, effectivement, le vrai lean, celui qui nous donne de la croissance durable, c'est comprendre cette boucle qu'il y a. Mmh. Alors déjà, comprendre entre la production et la conception, puis après de comprendre entre la production et la supply chain, parce que l'innovation est beaucoup chez les sous-traitants. Et donc une fois qu'on a cette vision beaucoup plus globale, le lean prend une dimension complètement différente. Cette semaine, dans un rituel qu'on a, que je mène dans l'entreprise, j'ai eu justement cette discussion-là avec les collaborateurs de l'atelier d'agencement. Et clairement, le bureau d'études doit leur fournir des plans, des instructions, des méthodes de travail et tout. Mais eux, ils doivent en retour leur fournir un retour d'expérience, de test, dire voilà, cette solution-là, on l'a testée, ça va bien, là, on a pu rainurer à telle profondeur, c'est bien. Voilà. Et c'est vraiment cet aller-retour, dire voilà, eux, ils doivent nous fournir des instructions pour bien faire notre travail, et nous, on doit leur fournir des retours. C'est ce qu'on voit en lean engineering ensemble. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on voit la conception de ce qu'on veut faire, après on voit ce que l'atelier sait faire, et puis on est obligé de prendre des décisions, de dire où est-ce qu'on suit l'atelier et où est-ce qu'on amène l'atelier à faire ce qu'on veut faire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de fabricable sans compromis sur ce que veut le client. Enfin, c'est tout le débat. Ouais. Ouais. Oui, et puis c'est là où aussi on casse les barrières, parce que on va souvent au-delà de ce qu'on imaginait possible. Oui, tout à fait. Cette fameuse stèle-là, si le client nous l'avait demandé comme ça, on aurait dit on ne peut pas faire dans le budget. Alors qu'on est parti sur autre chose, et puis petit à petit, on l'a reconçu. C'est ce que disait Caroline hier soir, on apprend à dire oui. Hein. Ouais, voilà. On apprend à dire oui. Ouais. Et puis après, on verra. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. les difficultés, c'est le début, c'est pas la fin. Ouais. Mais alors, ce qui est compliqué dans ce qu'on est en train de dire là, c'est que oui, le vrai lean est en conception. Mais par contre, là où le serpent se met dans la queue, c'est que tant qu'on n'a pas nettoyé l'usine de façon à ce qu'elle soit visible et qu'on comprenne ce qu'elle nous dit en tant que machine de test, on ne sait pas en tirer les conclusions pour la conception. Donc il y a une espèce de... Il faut démarrer quelque part. Et justement, ça tombe bien. C'est la slide suivante. Là, dans l'atelier d'usinage, donc l'atelier des commandes numériques, donc on a mis depuis un certain temps, depuis le début d'année, des rituels tag time, et toutes les heures, les collaborateurs réfléchissent à qu'est-ce qu'ils ont vu comme problème de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont vu comme problème de qualité, qu'est-ce qu'ils ont vu comme problème de flux, et aussi qu'est-ce qui a pu les embêter dans leur travail. Donc là, ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, et ça nous a permis de tester les solutions du BE beaucoup plus tôt. Là, récemment, on avait un client américain qui nous demandait des pièces spéciales. La première fois, on a mis 24 heures de programmation. Donc on s'est dit, c'est juste pas possible. Hop, on s'est fait une résolution de problème. La deuxième fois, on était à moins de 2 heures.
Donc ouais, voilà, c'est tout à fait ce que tu dis là. Et là, on a commencé dans différents points de l'entreprise. Donc Ça a été une surprise, ça aussi, le fait que le lean, ça marche aussi dans l'urgence. ouais, alors moi, c'était vraiment une surprise. Alors, parce que j'avais un paradigme, c'est clair. Pour moi, j'étais depuis pas mal d'années convaincu que le lean était intéressant pour s'organiser, pour maîtriser, pour voilà, quand on avait du temps. Pour optimiser, oui. Ouais, voilà. Et puis, Pas du tout, c'est pour te rendre plus flexible, plus oui, agile. Et là, c'est l'intervention de Benjamin Garel qui m'a... Là, ça m'a complètement scotché. Je me suis rendu compte que je réfléchissais mal, que j'avais des a priori, des paradigmes. Et là, et notamment, c'était... De Benjamin, sur quoi? Garel, Oui, sur le fait de réagir très vite. Ah oui. Et alors, deux choses, parce que jusqu'à présent, on était vraiment que dans l'engagement des collaborateurs. Et donc, quand on a fait cette fameuse réunion avec le CSE et l'équipe de direction, moi, je me suis dit, dans un premier temps, tous les jours, je vais faire un mail à tout le monde pour garder la cohésion dans l'équipe, pour informer tout le monde. Pour les rendre fous. Non. Non, mais parce que tu vois, il y avait des gens qui restaient chez eux. Tous les jours, tu reçois un mail du patron. Alors, ils avaient le choix de prendre ou pas prendre. Et le premier titre, c'était Créons une dynamique de combat. Donc, au début, on était dans Créons une dynamique de combat. Et puis, il y a eu l'intervention de Benjamin Garel. Et là, en équipe de direction, on s'est posé la question. On s'est dit, mais là on va pas dans le bon sens, quoi. On fait n'importe quoi. Et là, on s'est dit, la première chose, c'est d'apprendre à poser le problème, donc à bien réfléchir. Donc ça, c'était, on s'est dit, donc on va commencer par ça. Et puis, de se dire, cette notion d'entraide, qui est donc cette chaîne d'aide, qui est le pas suivant, qui est vraiment très, très important. Et puis après, on agit. Et il faut agir avec détermination, parce que sinon, on n'avance pas. Et puis, il y a cette notion d'enthousiasme. C'est de se dire, on n'est pas obligé de se prendre trop au sérieux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans une crise grave que voilà, il faut y mettre un peu de... La vie s'arrête pas. Voilà. C'est l'intervention de hier de Fabiano Clerico, quoi. C'est de se dire, on a le droit de faire les choses en prenant du plaisir, quoi. Même si c'est grave, quoi. Enfin, voilà, donc voilà, c'est ça. C'est le deuxième point que cette crise de Covid m'a permis de craquer. L'autre point que ça m'a permis de craquer, pour revenir sur l'ensemble, sur la partie ligne du truc, il faut bien voir. Le lean n'est pas une méthode d'optimisation, il n'a jamais été. C'est une méthode pour aller chercher l'agilité, mais c'est pas l'agilité, comme tu disais, juste par le combat, allez, on y va, et demander aux gens de se plier en quatre, etc. C'est là où on va venir à ce que tu dis, c'est une agilité fondée sur une flexibilité structurelle. Ouais. Et en fait, ce qui est difficile à développer, c'est cette flexibilité. Mais évidemment, plus on a de compétences, plus on a d'options. Plus on a d'options, plus on sait réagir en situation. Ouais. Parce que l'urgence, en fait, le lean dans l'urgence a un premier intérêt, c'est qu'il prépare l'entreprise. C'est-à-dire que par le développement des collaborateurs, par la mise en place de bons standards, quand se présente une crise, la marche elle est moins élevée. Ça, c'est le premier, c'est que ça prépare l'entreprise à affronter les crises. Et la deuxième chose, c'est que le lean, pour moi, donne à l'instant T. Parce que pour moi, le lean, je le vois de deux façons. Pour tout de suite, voilà, tout de suite, et pour les 1000 prochaines années. C'est-à-dire qu'à la fois... J'étais dans une usine au Japon, et il y avait un vieux qui m'expliquait « Lean, today, tomorrow ». Je regarde à la japonaise, tu sais. Ouais. Et il disait « Not take care today, not tomorrow. Not take care of tomorrow, not tomorrow. Balance today, tomorrow ». C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est que, par exemple, sur la première phase, de préparer l'entreprise aux crises, c'est pour tout ce que tu vas apprendre, ça sera valable dans les 1000 prochaines années. Mais par contre, il faut être capable de réagir de la demi-heure. Et d'avoir la démarche pour réagir de la demi-heure, ça, c'est quelque chose de... Nice, tu vois, c'est le temps court et le temps long. On est en plein dedans. Et ouais, c'est ça, pour ça que le lean, il marche très très fort dans l'urgence. Donc, l'autre point qui
qui a été une révélation pour moi, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le lean que certains marchés, notamment le luxe, avaient pris vraiment une grosse baffe. Donc on a réfléchi, et puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, bon ben voilà, il y a 10 ans, on a pris une décision de dire, maintenant on monte en gamme. Clairement, mais c'était une décision, voilà, dans un bureau. Bon, comme je suis quand même souvent sur le terrain, donc c'est pas totalement hors sol, mais voilà, un peu quand même. Et on l'a fait. Alors, on a eu la chance aussi d'avoir le spectacle ou de voir ce que certains clients qui n'existent plus aujourd'hui avaient fait. C'est-à-dire que par des décisions, entre guillemets, de la haute stratégie, donc faisait des virages stratégiques. Et tu détruis la boîte, ouais. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va vers le haut de gamme, mais on laisse pas tomber nos clients. C'est ce que racontait Théodo hier. Hein. C'est qu'en fait, oui, c'est bien les gros contrats, mais il faut nourrir tous les gens qui viennent vers nous. Ils méritent d'avoir l'attention. Mais malgré tout, sans les abandonner, on s'en est pas occupé aussi bien. Et on a mis toute notre énergie à créer des nouveaux produits, à faire vraiment des choses magnifiques. Enfin, vraiment, on est vraiment une équipe formidable et on sort vraiment des très très belles choses. Chaque fois qu'on présente nos nouveautés, voilà, c'est toujours accueilli avec beaucoup d'intérêt par nos clients. Mais je pense que on n'a pas consacré assez de temps. À l'époque, on s'est dit, voilà, les coûts de production sont chers en France, donc on monte en gamme. Plutôt que de se dire, les coûts de production sont élevés en France, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter ? Et ça, voilà, ça sera à refaire, je ne ferai pas tout à fait pareil. C'est clair, il fallait qu'on aille vers la montée en gamme. Mais... Tu sais, Alain, c'est terrible. Moi, j'ai vécu la longue défaite. J'ai toujours vu Toyota qui produit maintenant en France. Et j'ai toujours vu les Français chercher la solution de facilité en disant plus que les coûts de production sont chers en France, mettons la production ailleurs. Alors qu'en fait, une fois qu'on a compris le lien avec l'ingénierie, c'est parce que les coûts de production sont élevés en France qu'on va trouver des solutions d'ingénierie plus astucieuses. Il faut absolument garder la production chez nous, c'est évident. Voilà, donc là, deux slides. Une slide pour montrer que maintenant, sur le développement des produits pour les façades de cuisine, on travaille beaucoup plus en équipe avec le commercial, l'industrialisation et les opérateurs. Donc aujourd'hui, tous les collaborateurs sont associés. Voilà, on en est au tout début de cette démarche, mais voilà, on voit déjà qu'on a des premiers résultats. Et on vient de décrocher un marché qui est un peu symbolique. C'est un marché pour une entreprise qui travaille sur Internet, qui livre des façades sur Internet dans beaucoup de couleurs. Et on arrive à leur donner du délai qu'ils n'avaient pas. Ce que je n'ai pas tout à fait dit tout à l'heure, c'est que nous, on travaille en 10 jours, alors que nos clients sont plutôt au double, sont plutôt à 1 mois de délai. Et puis l'autre chose, c'est de s'occuper de chaque client, chaque problème, tous les jours. Donc on a notre mur des réclamations avec une fiche pour chaque problème, qui est d'abord pris en charge par le commercial, qui appelle le client, qui s'occupe de voir ce que le client vit, quel est son vrai problème. Et ensuite, travaille avec l'industrialisation, la production, pour voir comment on va solutionner chaque problème. Et bon, là, on a eu vraiment d'excellents résultats. Et récemment, suite à la remontée des commandes après le Lean, parce qu'il faut dire que pendant la période Lean, on n'a aucun client allemand qui a fermé et tous nos clients français qui ont fermé. En confinement ? Ouais. Sans blague. Ouais. Oh là là. Oh la claque. Donc ça fait baisser, on est descendu à -50. Et quand on est reparti, on a eu beaucoup de problèmes de qualité et de flux. Et là, même si on n'a pas encore suffisamment travaillé le problème, moi, mon interprétation, c'est qu'on n'a pas assez de standards. On n'est pas assez... on est très très loin d'être bon sur les standards.
Ouais, et il faut toujours faire les deux, parce que tu as vu ce que tu as commencé à faire, on n'a pas de photo là, mais sur faire des cellules. Oui. Enfin, Oui. à nouveau, comme toujours, c'est un système. Donc on n'est pas bon en standard parce qu'on n'a pas assez de flux continu. Le flux continu te demande d'avoir des standards. Enfin, tu vois, ça, Ouais, bien sûr. Ouais. c'est- On n'a rien qui nous protège du moindre problème, donc il faut le traiter. Oui, c'est ça. Donc pour les standards, alors là vous allez me dire, là donc sur cette slide, donc ma fille a ouvert une ferme, une chèvrerie et une fromagerie bio. Donc au milieu de nous deux, là c'est Pepsi qui a bien voulu prendre la pause. Et donc c'est un endroit vraiment intéressant, c'est superbe. Ne me dis pas que tu fais faire du lean à ta fille. Tu sais, Alors, tu te souviens de la règle, jamais à la maison. Le lean, jamais à la maison. Tu te souviens, hein? Alors là, tu vois, c'est elle qui fait la traite, mais je me revois un dimanche matin. Je me revois un dimanche matin en train de faire la traite. En général, le dimanche, je fais souvent la traite. Et alors, On parle d'être proche du terrain. ouais, mais juste, alors tu vas voir. Donc, je me vois en train de faire la Dans le traite. temps, dans l'automobile, on parlait d'être au cul du camion. Là, tu vas plus loin encore. Là. Tu vas à la source. Et donc, je me revois très bien ce dimanche matin. Donc, elle a mis je suis un grand fan du scotch papier et du craft. Donc, elle a pris du scotch papier et puis elle a marqué les étapes à faire. Je suis les étapes, mais ce jour-là, rien ne marchait comme d'habitude. Rien. C'était la galère. Et comme les étapes, elle ne me disait pas pourquoi, comment. Et tu te dis, ton standard, il marche pas, ton standard. Mais là, je l'ai vécu, mais mal, mais physiquement. Je me suis retrouvé complètement noué. Complètement. C'est vraiment intéressant ce que dit Alain, parce que la partie de Toyota qui s'occupe des standards, c'est pour que les opérateurs, c'est pas pour faire des robots du tout, c'est pour que les opérateurs aient confiance en leurs gestes et confiance dans la séquence des gestes à faire, et c'est pour leur retirer justement ça, là, ce que tu décris, là, c'est le fait de... Mais ça, tu l'avais déjà dit, je le savais, mais je l'avais jamais vécu. Je l'avais jamais vécu, jamais. Et puis l'autre chose, hop, elle est en fromagerie, je l'appelle, je lui dis, tu peux pas m'expliquer ça? Elle me dit, bah t'es bien assez grand, débrouille-toi. Bon, t'es d'accord qu'il n'y a rien de pire avec tes gamins quand tu leur dis fais quelque chose et qu'ils font le contraire, et que tu te rends compte que le contraire, c'est le comportement qu'ils te copient de toi. Ben voilà. C'est super énervant. Alors sur le coup, j'étais mal. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais pourquoi il fait ça? Ça lui vient d'où? Ça lui vient d'où? Et donc, c'est clair que les instructions au mur, elle avait reproduit ce qu'elle avait vu dans l'usine quand on faisait du lean auparavant, de façon un peu, je sais pas comment dire, qualifiée, voilà. Terroriste, tu peux le dire. Voilà. Et puis, c'est vrai que moi, la plupart du temps, enfin, couramment, quand un collaborateur me demandait un petit coup de main, je disais, bah allez, j'ai confiance en toi, vas-y, débrouille-toi. Tu fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. Voilà. Et c'était parce que j'avais confiance en lui. Mais n'empêche que pour moi, c'était vraiment très violent. Franchement, je me suis retrouvé vraiment mal. Et puis, dans les rituels lignes que je peux faire dans la semaine, c'est vrai que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Mais vraiment de façon très forte. C'est ce que tu viens d'écrire du pur Yoshino. Toyota a compris un truc, c'est qu'on ne sait pas former les gens, il faut leur faire vivre les expériences. Ouais. Et leur façon de développer des gens, c'est aux gens d'avoir à prendre la partie, lire les trucs théoriques, c'est à eux de le faire. Ce que les boîtes essaient de faire, c'est de te mettre en situation pour que tu vives ça, pour que tu aies l'expérience. Oui, mais d'un autre côté, je me suis dit ça. Et je me suis dit, mais j'aurais jamais pu le faire chez Acta. Je pense que j'aurais jamais pu le faire chez Acta. Et je me dis, le fait que ce soit apparu par hasard, que je l'ai découvert par hasard, c'était une grande chance. Parce que je me dis, si j'avais voulu le faire, je ne suis pas sûr que je l'aurais ressenti. Enfin, voilà ce que je me suis dit ça, et je me suis dit... oui, parfois quelqu'un te parle et dit « Fais attention à ce qui se passe !»
Et ça m'a appris aussi à ne rien lâcher sur les standards, mais à y aller peut-être avec plus de patience. Plus voilà, d'écoute. Plus d'écoute, ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, dans les différents endroits où je fais des rituels lean, il y a des endroits où ça y est, ils ont craqué le truc et ils le font avec plaisir. C'est du vrai bonheur. Et puis il y a d'autres endroits, j'ai pas encore réussi à ce que les collaborateurs comprennent quel est l'intérêt ils avaient. Et voilà. Et Alain, merci, c'est un témoignage fabuleux. Je crois qu'on a beaucoup de questions, c'est ça? Une seconde quand même pour finir sur les standards et la demande d'aide. Là, on parlait là, justement, ça, en bas à droite, c'est un standard qu'un de nos collaborateurs a fait. Donc d'habitude, il a rajouté des flèches. Donc les flèches, ça sert à rendre le standard plus solide parce que ça lui gagne du temps, ça lui montre l'enchaînement. Il y avait auparavant qu'un numéro. Par contre, moi, la flèche qui m'a vraiment scotché, c'est la dernière flèche. C'est celle qui rend le standard antifragile. C'est celle qui mène de la dernière opération à la date. Oui. Et là, de se dire à chaque fois, la date, pour moi, c'est la dernière fois que l'on a remis en question le standard. Et de se dire, quand je vais à la date, je me repose la question, qu'est-ce que je dois améliorer dans mon standard? Et là, cette petite flèche-là, c'est elle qui rend le standard antifragile. Tu sais, il y a un texte de nous qui dit si vous n'avez pas changé vos standards une fois par mois, vous volez l'entreprise. Vous ne faites pas votre boulot. Il dit ça aux superviseurs, votre boulot n'est pas d'appliquer les standards, votre boulot, c'est de les améliorer. Et alors, dans le langage des années 50, au Japon, c'est brutal, mais je pense que c'est très profond. C'est très fort. On a une question difficile d'Eric qui nous dit « Alain, comment ajustes-tu ta capacité en période de reprise fragile ?» Jusqu'à présent, avec beaucoup de difficultés. Ouais, jusqu'à présent, essentiellement, pour pas dire uniquement, sur l'engagement des collaborateurs. Catherine. Après, bon voilà, on lance plein de choses, des formations, plus de polyvalence, mais clairement, pour nous, on se vit vraiment au début du lean. Clairement, on se vit au début du lean. Tout ça, ça nous a apporté beaucoup de confiance dans ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est intéressant. On peut... Un petit salut à ton sensei, Frédéric. Ouais, Frédéric, ouais. On a un petit encouragement, je le remercie. On n'a pas parlé de lui, mais enfin, il y est pour beaucoup quand même. Bien sûr, ouais, c'est super. Et Richard. Ouais, Richard. Catherine demande, qu'est-ce que vous avez changé dans votre approche en développement de produits en rejoignant la communauté Lean Engineering? On a vraiment développé beaucoup l'avant-projet. L'avant-projet. Ouais. Alors on cherche toujours le bon mot pour remplacer avant-projet, parce que avant-projet, on a l'impression que c'est avant le projet. Donc, mais c'est cette première phase du projet. La partie concept, c'est ça? Oui. Et puis surtout la partie vraiment écoute du client. Ouais. Et comment... Est-ce qu'il faut voir, parce qu'on parle beaucoup de Gemba, le Gemba, comment chez le client, hein, le premier Gemba, c'est le Gemba du client. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait vraiment avec... moi, c'est pareil, mais j'écris des livres, je me rends compte, c'est que la plupart des gens s'en servent soit pour ouvrir les portes, garder les portes ouvertes, soit pour les donner aux gens, et rarement pour les lire. Enfin, il faut le comprendre, quoi. Et donc, vraiment, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et on est passé d'un taux de réussite, on était autour de 20-25, et aujourd'hui on est à 57. Non. Sur l'agencement, la partie agencement. Spectaculaire. Ouais, et en plus, moi je trouve que c'est vraiment agréable. Parce que ce qui est agréable dans le lean, c'est que on passe des bons moments, quoi. Je veux dire, on a quand même beaucoup moins de stress. Sophie nous dit... Le lean commence à la maison. Alors, vraiment pas. Alors là, si vous voulez vraiment avoir des problèmes à la maison, commencez à faire du lean à la maison. Vous allez rendre tout le monde dingue. Avant de vous lancer dans le lean, commencez par essayer de faire Marie Kondo à la maison. Vous allez voir ce qui vous arrive. Donc non, le lean ne commence pas à la maison. Le lean, on le garde pour le boulot, s'il vous plaît. Alain, ta passion du lean est communicative. Bonjour, Olivier nous dit « Bonjour Alain, par rapport à la concurrence, tu nous as dit qu'ils étaient à 20 jours et toi à 10 jours. Tu as changé quoi pour atteindre ce résultat? Et est-ce que ça marche aussi avec les chèvres ?» Ah oui, voilà. Alors, c'est une question vache.
Ouais. Pardon. Alors, pour le délai, on n'a rien changé. On était déjà à 10 jours avant de faire du lean. Mais l'idée, c'est pas de... Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les clients aient besoin de moins. A priori, pas forcément. Par contre, c'est vraiment de donner de la sécurité et de moins de pression sur les collaborateurs. Moins de pression sur les collaborateurs. Ouais. Et puis, sur les chèvres, je me demande toujours c'est quoi, parce que il y a les clients qui achètent, mais les chèvres, elles font toujours le lait qu'elles doivent faire. Donc, ça, c'est un vrai problème. Puis, il y a le temps technologique du fromage. Enfin. Ouais. Jennifer te demande, comment faites-vous pour favoriser l'innovation ? Alors, traditionnellement, on a un système qui a vraiment très, très, très bien marché chez nous, qu'on appelle les feuilles vertes. Donc, c'est des fiches de comment on appelle ça, de suggestions, les idées que peuvent avoir les collaborateurs, et qui commencent toujours par une discussion entre la personne et son manager. Ça, c'est vraiment... Et puis, aujourd'hui, ce système est en concurrence avec tous les rituels que l'on met en place avec le tag time. C'est clair qu'aujourd'hui, la plupart des collaborateurs passent par les rituels de tag time. Et là, je dirais que dans un cas, on s'en remet un peu au hasard. Et dans l'autre cas, c'est tous les jours, on le fait. Tous les jours, à chaque instant, on recherche l'innovation. Et je pense qu'il faut arriver... Aujourd'hui, on n'arrive pas à marier les deux. Aujourd'hui, on progresse sur la formalisation de la recherche de problèmes. Et vraiment, on a beaucoup travaillé sur le mot recherche. Parce que dans le mot recherche, c'est chercher, mais en plus, il y a la notion d'intensité, c'est-à-dire je le fais tous les jours, et il y a la notion de méthode. Je le fais avec une certaine méthode. Et vraiment, on travaille beaucoup, beaucoup pour le moment sur la partie je recherche les problèmes. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans le lean aujourd'hui? Franchement, je ne pense pas avoir assez de recul là-dessus. La seule chose que je dirais, c'est faire. C'est faire, c'est avoir un sensei, c'est prendre du plaisir à le faire. On n'en a pas du tout parlé pendant ces 2 jours. Tu peux parler un peu de ce que c'est que le sensei? Donc le sensei, c'est... Frédéric, quoi. Richard. Hein. Je dirais, si je dois dire un truc, c'est de nous avoir fait prendre conscience que... Alors, tu peux expliquer ce que c'est qu'un sensei, parce que des gens donc un sensei, c'est quelqu'un pas le terme. Qui a une compétence, une expérience lean, et qui vient pour nous 1 fois par mois. Il fait une tournée dans l'usine, donc une tournée Gemba, et il prend un élément, il tire la pelote de l'EN, et puis voilà, on travaille autour de ça. Et là, comme on a beaucoup travaillé sur la recherche des problèmes, on a une foultitude de problèmes, comme sur le mur des réclamations clients. Et la difficulté, c'est de choisir quels sont les problèmes qu'on va traiter. Et là, aujourd'hui, on est plutôt dans... on choisit les problèmes qui nous arrangent, pas que, mais malgré tout, voilà. On regarde les problèmes, on reconnaît les opportunités et on sait qu'on va y arriver. Quoi. Voilà. C'est tout, ouais. Et voilà, lui, son apport, c'est beaucoup de nous dire, travailler... Il faut y aller, Voilà. Mais on ne sait pas. Ouais. Allez-y. Mais d'un autre côté, on s'est rendu compte aussi que d'entamer des résolutions de problèmes trop difficiles, quand on n'avait pas gravi toutes les marches auparavant, c'était pas forcément bien non plus, parce que rarement on arrive au résultat, même si entre-temps, on a mis en place plein de choses. Je veux dire, chaque fois qu'on a travaillé récemment sur... là, on fait des portes en béton ciré et pour des sociétés allemandes qui partent beaucoup dans l'Asie du Sud-Est. Et pendant une période, on a eu des problèmes qualité. Et on a fait une résolution de problème là-dessus. On n'a jamais pu le refaire. Donc, quelque part, c'était frustrant. Mais en parallèle, on a découvert plein de choses. On a mis en place vraiment une méthode beaucoup plus rigoureuse pour contrôler notre fabrication. On a changé notre méthode de travail. Enfin, voilà. Même si on n'a pas obtenu le résultat escompté initialement, qui était de savoir pourquoi on a eu ces problèmes, on a quand même bien amélioré le... Il y a une question d'Adeline ici. Peux-tu nous en dire plus sur le rituel du tact? Ouais. Alors,
donc dans certains endroits, sur certaines machines et certains îlots de l'entreprise, on a mis en place un tag time. Chaque collaborateur, toutes les heures, regarde le nombre de pièces bonnes qu'il a réalisées. Déjà, la première chose, c'est qu'il se pose la question, qu'est-ce que j'ai vu comme problème de sécurité ? C'est vraiment Alors, c'est un double intérêt. Safety first. On commence par la sécurité. Ouais. Alors, c'est un double intérêt. Premièrement, de réfléchir et deuxièmement, de se concentrer. Parce qu'on se rend compte que la plupart des problèmes de sécurité, c'est un manque de concentration. Donc, voilà, je réfléchis sur qu'est-ce que j'ai vu comme problème de sécurité pendant l'heure qui vient de s'écouler. Deuxième chose, je réfléchis sur les problèmes de qualité que j'ai rencontrés. Ceux que j'ai pu faire moi, en premier, et ensuite ceux que mon fournisseur a pu me transmettre. Et troisième chose, quels sont les problèmes de flux que j'ai pu rencontrer ? C'est de se dire, voilà, de mon tag time, j'ai un tag time de 2 minutes. Donc là, si j'ai pas sorti... C'est fascinant parce que en 1992, quand j'ai commencé, enfin, c'était 93, c'est par là qu'on commençait, c'est qu'on mettait des tableaux horaires. Alors, l'interprétation est très intéressante. On a commencé, c'était mon père qui avait commencé chez Valeo. Et c'était des tableaux horaires que Toyota appelait des tableaux d'analyse de la production. Donc à chaque heure, il y avait le target des pièces, il y avait ce qu'on avait réalisé, et il y avait une énorme colonne pour écrire les commentaires. Il fallait écrire pourquoi. Et il y avait la moitié des gens chez Valeo qui avaient appelé ça des tableaux de marche. Le terme est extraordinaire parce qu'ils pensaient que c'était des tableaux pour sortir la production. Et donc, on passait notre temps à voir ces tableaux absolument affreux, avec après des smileys rouges, verts, etc. Et de passer complètement à côté, que ce n'était pas la production qui nous intéressait, c'était les opinions des gens, c'était leur engagement dans leur travail. Et là, ça nous a permis d'amener assez, je dirais, presque facilement la notion de shed debt qu'on n'avait pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, dès le moindre doute, les collaborateurs, ils demandent de l'aide. Et ça, quand on arrive à le faire bien, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que là, tout le monde progresse. Il ne peut pas y avoir de juste à temps sans la chaîne d'aide, puisque en fait, on accélère la remontée des problèmes. Mais les problèmes, les gens ne vont pas les résoudre tout seuls. Il faut être là. Il faut être là. C'est le lean, c'est vraiment quelque chose de présence. C'est vraiment être là. Oui, non, c'est vrai. Tout à fait. Alain, est-ce que tu peux me rappeler depuis combien de temps tu fais du lean ? Alors, on a fait du lean il y a 10-15 ans, une première fois. C'est comme Fabiano, ça. Je suis pas chez les dates. Comment ? Oui, on en a fait. Après, on en a fait ça. Après, et puis, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que l'on a repris. Mais pour moi, avant, je me disais, le lean, c'est dur. Maintenant, je me dis... sans lean, c'est... Sans lean, c'est dur, oui. Ne pas le faire, c'est dur. Ouais. Pour moi, je reviendrai pour rien en arrière, quoi. Écoute, en tout cas, en t'écoutant, je me disais d'abord, on a bien fait de choisir comme une sorte de surtitre « S'inspirer des leaders lean ». Je défie quiconque de ne pas avoir été inspiré par ton intervention. Ouais, ça fait plaisir de l'entendre. Non, c'était dingue. Et 2 ans et demi, avoir compris tout ça, avoir vécu tout ça, c'est effectivement que d'abord, tu avais sans doute la posture, la bonne posture, des bons sensei bien entourés. Mais quel boulot, quoi. Quel boulot avec ton équipe. C'était incroyable. Oui, c'est clair qu'on est une équipe vraiment formidable, mais parce que d'arriver à faire tout ce que j'ai pu montrer dans la première partie sans le lean, je veux dire, vraiment se retrouver un lundi matin ou par des expos devant 5000 m², c'est vraiment flippant. Un grand moment de solitude. Ah oui. C'est ça. Et puis de se dire, on veut arriver à travailler pour Chanel, Dior, Longchamp, Vuitton. Et de se dire un jour, suite on y est arrivé, on se dit, on est une équipe formidable. Maintenant, c'est de se dire comment on garde cet engagement, comment on garde cette qualité de collaborateur et comment on met des choses plus zen, plus sereinement. Alors, c'est vraiment ce que j'ai noté. Changement sereinement. Oui. Exactement. Alors, j'ai noté vraiment sérénité, confiance, bon moment. Et vraiment, ce mot de confiance est revenu à plusieurs reprises. On a l'impression que ça t'a soulagé, finalement, d'avoir cette méthodologie. Merci d'avoir dit ce mot-là, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que la première fois, quand on a fait du lean, chaque fois que le soir, j'étais détruit. J'étais détruit. C'était l'éléphant. Ouais, mais dans le couloir. Je me disais, on n'est pas sur la bonne voie. Mais je le faisais parce que, entre guillemets, c'était mon devoir.
Et maintenant, quand je reviens des rituels Lean, souvent, j'en fais pas mal avec Sophie, qui est animateur Lean chez nous. Et on se dit souvent, mais ce qu'on vient de vivre, c'est fabuleux. C'est vraiment, mais c'est juste, c'est à la fois se laisser porter par l'engagement des collaborateurs et à la fois ne rien céder sur la base, quoi, sur les standards, sur la demande d'aide, sur le takt time. Mais c'est complètement, c'est vraiment un vrai moment de bonheur, quoi. Si tu te dis, là, je sers à quelque chose, quoi. Et alors là, en fait, on a vraiment l'impression que vous consolidez votre présent. Ouais. Et que vous préparez votre avenir. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort de ton intervention pour moi. Ouais. C'est de se dire, je travaille pour l'instant, parce que si on oublie ça, on ne fait rien. Je travaille pour l'instant et je travaille pour les 1000 années à venir. Donc c'est très fort. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très fort. Donc, je te remercie. Merci Michael.